Interné pour folie. Mais qu'est-il arrivé au professeur Fourtillan? Au parcours long comme le bras, l'un des intervenants du film Hold Up, aujourd'hui interné d'office en hôpital psychiatrique, et qui pourrait bien être déféré devant une unité pour malades difficiles, autant dire une véritable prison. Il faut savoir que ce professeur de médecine avait envoyé une note au président de la République et à Buzyn pour soulever un autre scandale sanitaire. Il dénonçait avec force la vaccination en France obligatoire de 800 000 bébés par an, avec un taux d'aluminium correspondant à plus de 17 fois la dose établie par l'OMS, je dis bien 17 fois. C'est ce médecin qui a condamné le fait que ce vaccin était hautement toxique. Face à ces menaces, il a reçu en retour un véritable boomerang. Pourtant, le professeur Fourtillan avait inventé des patchs qui semblaient extrêmement bénéfiques pour ses patients, à base de mélatonine, de valentonine, qui servaient à guérir Parkinson, Alzheimer et les insomniaques. C'était il y a quelques jours dans les locaux de France 3. Jean-Bernard Fourtillan est venu dénoncer la présence d'aluminium dans les vaccins. Une position contraire à celle des autorités de santé pour celui qui reste au cœur de l'affaire, dite des essais cliniques de l'abbaye Sainte-Croix. En septembre dernier, l'agence du médicament révélait que plus de 400 personnes avaient fait l'objet de tests cliniques illégaux au sein d'une communauté religieuse près de Poitiers. Des malades de Parkinson et d'Alzheimer rassemblés pour expérimenter des patchs mis au point par le professeur Fourtillan. Plus de 2 mois après les faits, le pharmacologue Poitvin s'exprime pour la première fois face à des journalistes. Donc, provient du tryptophane. On s'est réunis à 400, on a réuni notre fric, on a fait une collecte, et puis on a payé les patchs. On a dit que ce n'était pas un médicament, il y a écrit not for medical, not for therapy, ce qui veut dire que ce n'est pas un médicament. On l'avait prévu, il y avait des lettres écrites, on peut tout vous montrer, on a tout expliqué. Tout est expliqué, je n'ai jamais eu peur, moi j'ai toujours dit toute la vérité. Le 13 novembre, rebondissement dans l'enquête. Le domicile de Jean-Bernard Fourtillan est perquisitionné. Et ce dernier, entendu sous le régime de la garde à vue à Poitiers, comme 4 autres protagonistes de l'affaire. J'ai eu 45 personnes qui sont venues, c'est la plus grosse opération de police judiciaire. Ils sont venus le 13 novembre. Et madame, la patronne, c'était une dame extraordinaire, madame Brigitte Jolivet, je l'ai dit d'ailleurs. Je me suis renseigné sur elle, elle est très appréciée dans le monde judiciaire, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'incorruptible. Il suffit de rester allé sur son site et je vous y invite, Maluval, pour en mesurer tout son succès. Ces patchs, du jour au lendemain, comme par hasard, n'ont pas été du goût de l'ANSM, l'Agence nationale de la santé et du médicament. Du jour au lendemain, on lui a pris ses ordinateurs, gelé ses comptes bancaires, mis en examen pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Mis en examen, convoqué devant les juridictions, il a sûrement eu le tort, c'est vrai, de ne pas se rendre au palais de justice. Et donc un peloton de gendarmerie de Marseille est venu le chercher hier. Toute communication aujourd'hui avec l'hôpital est interdite. Sa femme, en ce vendredi 11 au matin, n'avait plus de nouvelles. D'ici là, que va-t-on lui administrer comme saloperie? Aura-t-il toute sa tête lors du procès? Aura-t-il été shooté? La situation est véritablement inquiétante. Elle mérite votre plus grande attention. Je suis en contact avec plusieurs de ses amis, de ses proches. Je vous tiendrai, bien entendu, au courant de la situation. Ils sont dans la même loge franc-maçonnique à Perpignan, d'après mes informations que je tiens d'RG. Un maire est d'office président du conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique de sa ville. Il est d'office au conseil d'administration de l'université, s'il y a une université dans sa ville. Donc moi, il y a 3 ou 4 personnes qui sont à l'hôpital psychiatrique, à la mairie, à l'université. Et qui sont sans doute dans la même loge. Vous dénoncez alors le scandale connu de filières de faux diplômes dans les universités françaises et vous vous livrez auprès d'un journaliste du Parisien. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? J'étais à Marseille, à Aix, je faisais une conférence et puis le Parisien me contacte et Jean-Jacques Bourdin aussi pour BFM TV. Donc j'ai pas pris d'initiative, puisqu'on m'avait reproché d'avoir un peu approché la presse, mais par rapport à ce moment-là, à l'affaire de Toulon, puisqu'à ce moment-là, on me demande de témoigner, de corroborer des témoignages d'étudiants. Le directeur de l'IAE de Toulon vendait des diplômes auprès d'étudiants chinois. Ça a été confirmé, mon témoignage, par des hauts fonctionnaires, mais qui ont dû garder l'anonymat. Ça a été publié dans Le Parisien. Et 2 jours après, j'ai été convoqué, enfin le jour même, le téléphone sonne, c'est le président de l'université de Perpignan qui me convoque. Alors je lui explique que je suis à Marseille et puis que j'avais l'intention de venir le voir.
et il me demande de ne plus parler à la presse. Je me doutais qu'il y avait de telles pratiques à Perpignan, puisque des étudiants m'avaient posé des liasses de billets sur mon bureau pour que j'augmente des notes, que je leur donne des mentions, et ils avaient été surpris que je refuse. Des étudiants. Alors c'était quand même des liasses de billets de 100 €, bah là des Chinois aussi. D'accord. Je trouve. Donc j'en ai déduit que mes collègues acceptaient, que j'étais le petit mouton noir. Ce que je ne savais pas, ce que j'ai su beaucoup plus tard, suite aux enquêtes que j'ai fait déclencher. Tentative de corruption, c'est qu'il y avait la même filière à Perpignan qu'à Toulon. Ouais. Donc en informant mes supérieurs, moi qui croyais bien faire... En fait, on va vous le reprocher. Votre président d'alors, qui va changer ensuite, ce président d'université va vous dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il y avait une filière identique. Alors là, c'était une filière catalane, puisque nous sommes à quelques minutes de l'Espagne, qui délivrait des diplômes qui n'existent pas, qui ne sont pas reconnus par l'État, qui sont faux, mais qui faisait payer les étudiants, et plus particulièrement des étudiants étrangers, parce qu'ils voient ça de loin, donc ils sont prêts à payer. Suite à ça, Jean-Luc Como, vous allez faire un séjour long dans un hôpital psychiatrique, 1 an et demi. Pourquoi une durée aussi longue ? Alors je suis littéralement raflé. Je descends chez moi, j'ai habité à 200 mètres face au campus, donc j'allais à pied en classe. Et à 6 h du mat', à la porte, il y avait une ambulance. On me pique et on m'emmène à l'hôpital. On m'emmène aux urgences psychiatriques d'abord, en attendant qu'une chambre se libère dans un hôpital. On m'explique que ça va durer 2-3 jours. Et entre-temps, une décision d'HDT se met en place. HDT ? Internement par un tiers. Alors, qui était le tiers qui a décidé votre internement ? En 2009, 2 collègues, dont la carrière a connu, qui ont 15 ans de moins que moi. Ils sont aujourd'hui directeurs de l'IUT. Donc ils ont été propulsés. Donc à la demande du président, 2 collègues ont signé l'HDT, ce qui est totalement illégal, puisque l'internement par un tiers ne peut venir que d'un membre de la famille. Et qui sont ces gens-là ? Et qui doit être validé par 2 psy. L'identité de ces 2 personnes qui alors ont là, décidé votre internement. Quand je dis 2 collègues, un des 2 était étudiant à l'époque, il était doctorant, il est aujourd'hui directeur de l'IUT, pour ne pas citer Laurent Cavagnac. Quant à l'autre, il s'est retrouvé directeur de la VAE. Donc du coup, du Valium, du Xanax, du Xeroquel, de la Abilify 5 fois par jour. Donc effectivement, assez rapidement, j'ai pris du poids, j'ai perdu l'usage de la parole. Là, votre système nerveux qui tombe à 0, là. Voilà. Et la loi prévoit, mais bon, la loi, quand ça les arrange, ils la font jouer, qu'au bout de 15 jours, vous avez une visite de contrôle pour voir si votre internement est justifié, auquel cas on vous relâche. Mais moi, 15 jours après, j'étais dans un état qui... Mais là, vous n'avez aucun droit, vous ne pouvez pas essayer d'appeler la police pour... on vous prend votre téléphone. Manifestement, ça ne plaît pas que je sois ressorti. Et là, c'est le nouveau président, que je ne connaissais absolument pas, qui vous demande, Fabrice donc, voilà. au nom du principe de précaution, qui vous fait interner. Mais la précaution de quoi ? Alors, tel que ça a été présenté, il a prétexté du fait que j'avais fait un premier séjour psychiatrique, qu'il y avait eu un crime sur le campus. Mais ça, j'en parlerai. Maintenant, la police, c'est lié à mon affaire, ce crime. L'histoire d'un étudiant chinois tueur en janvier 2010. Par précaution, comme cet étudiant chinois avait un passé psychiatrique lui-même et qu'il a tué ma secrétaire, par précaution, on va interner M. Kakumo, qui a fait de la psychiatrie. Vous avez une secrétaire qui a été assassinée oui, bien sûr, je la connais bien. Par cet étudiant. Elle devait me fournir les faux documents que délivrait l'université dans cette filière catalane. Vous voyez, elle n'a pas pu venir au rendez-vous, elle est morte, cette dame. Cet étudiant chinois, il était hospitalisé à Thuir, il a eu une perme. Et durant sa perme, il assassine quelqu'un. Pour moins que ça, vous faites tomber un psy et un hôpital. Hein. Comme si un prisonnier, on le libère sur parole et à peine sorti, il récidive. Là, on libère un patient. Moi, j'ai pas eu de perme. On m'a donné aucune perme. On libère un patient, il vient sur le campus avec un couteau et comme par hasard, il tue la personne qui devait me fournir les documents que j'attendais. Ce président veut vous faire interner alors qu'en fait vous vous connaissez l'un et l'autre à peine. Je ne l'ai jamais vu. Il a été élu, j'étais à l'hôpital, au premier internement. Qu'est-ce qu'il avait à vous reprocher ? Il n'a pas 40 ans, je sors mon premier livre, il était au collège, ce monsieur.
Bon, il a reproché que j'ai dit des choses qui sont connues, mais je suis le seul à le dire. Il n'a pas de doctorat, il a fait 6 years STAPS. Donc il a acheté lui-même des diplômes pour être président d'université. Donc ça, en fait, c'est une histoire de vengeance. Il a voulu se ça venger de mouille vous. très haut, puisqu'il a reçu de François Hollande la médaille du mérite. C'est pour ça que je suis particulièrement honorée, en même temps très fière, vous l'avez compris, évidemment, pour certains traits de votre parcours, de vous remettre aujourd'hui cet insigne dans l'Ordre national du mérite. Monsieur Fabrice Lorrain, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc il s'agit de Fabrice Lorente. Voilà. Alors, il ne me connaît pas personnellement. Donc, mon intime conviction, c'est que lui-même, il a exécuté les consignes de son prédécesseur, qui est à l'origine de mon premier internement. Il a fini le travail en échange d'une promotion, en échange de faire 2 mandats, ce qu'il a failli faire, à la présidence. Parce que ce monsieur voulait faire 2 mandats comme président d'université, puis ensuite maire de Perpignan, sachant que la mairie contrôle plus ou moins l'université. Là, il n'y avait eu aucun jugement pour décider de votre internement, en réalité. C'est une rafle. Il y a aucun... Ouais. Il faut normalement, dans un état de droit, on dit ce que la loi a fait, la loi peut le défaire. Mais moi, j'ai été interné sans jugement. Il y a un juge qui vient de l'extérieur et qui signe un papier et un avocat qui, vous dit, qui me représente. Dans votre chambre. Voilà. Ouais. Eh ben, viens me chercher dans ma chambre. Moi, je bredouille 3 mots. L'avocat, il récite ce qu'on lui a dit de réciter. Parce que, là aussi, les enquêtes de police ont montré que l'avocat qui était censé me défendre était payé par Fabrice Lorente. Il était connu. Celui qui m'a interné. D'accord, ouais. Donc, une mascarade totale. On m'a accusé de la théorie du complot. Bon, il y a un journaliste qui a dit... à mon honneur, la théorie du complot n'existe pas, mais sa mise en pratique, oui, et vous en êtes un exemple. Alors en fait, le psychiatre complice, que depuis j'ai saisi l'ordre des médecins, le docteur Boxus, a prescrit 14 séances d'électrochoc. 14 séances d'électrochoc. Donc les séances d'électrochoc, le lundi et le vendredi. On vous colle des électrodes sur la tête et on envoie du On vous fait une anesthésie générale et on provoque artificiellement une crise d'épilepsie. Il n'y a aucune ça se fait explication scientifique. Ça se fait aujourd'hui, ça. Ah bien sûr. J'ai pu comparer un psy qui était clairement complice de son donneur d'ordre, Fabrice Lorente, et qui avait pour mission de me pousser au suicide. Mais qu'est-ce qui unit ce médecin Boxus qui vous prescrivait de la sismothérapie et ce président d'université qui avait décidé... Plusieurs choses. Dites-moi. Ils ont fait leurs études ensemble à Aix. Ils sont dans la même loge franc-maçonnique à Perpignan, d'après mes informations que je tiens d'ERG. Après votre 2e internement, donc vous retrouvez votre poste au sein de l'université alors que M. Lorente est toujours président de l'université, mais il va de nouveau essayer de vous faire interner de force. Oui. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Alors là, il passe par la directrice de l'IAE, dont j'ai contribué à la création à Perpignan, donc, dont la direction me revenait, Madame Christine Pagnan, qui elle-même... n'a aucun doctorat ni en économie ni en gestion et qui dirige un IAE, c'est-à-dire un institut d'administration des entreprises. C'est du jamais vu en France, si ce n'est dans le monde. Donc, qui est agrégé du secondaire, donc qui est une prof de lycée. Donc, justement, là aussi, il y a anguille sous roche. Donc, cette dame signe une 3e procédure d'internement à mon encontre. Parce que M. Lorente donc, a démissionné. Voilà, il a été démissionné. Parce que vous avez lancé une action au pénal contre lui. À Montpellier. Pour internement abusif. Donc il n'a pas pu finir son mandat. Au pénal. Et il devait y avoir, une audience le 22 juin, mais qui, semble-t-il, sera reportée en septembre. Il a donc démissionné de ses fonctions pour se préparer à cette audience. Il devait d'ailleurs en parallèle être... candidat à la mairie de Perpignan. À la mairie de Perpignan. À l'écouter, il était déjà le futur maire, ce qui était très possible.
Il voulait faire état de son bilan à l'université, son bilan glorieux, pour prendre la mairie. D'ailleurs, c'est ce que je dénonce dans mon affaire. Ouais. Il y a des relations dangereuses, comme on dit en référence à l'œuvre littéraire, des relations les liaisons dangereuses, les liaisons dangereuses, tout à fait, entre la mairie et l'université. Et là, dans mon affaire, sachez que ça, c'est le cas dans toutes les communes de France, un maire est d'office président du conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique de sa ville. Il est d'office au conseil d'administration de l'université, s'il y a une université dans sa ville. Donc moi, il y a 3 ou 4 personnes qui sont à l'hôpital psychiatrique, à la mairie, à l'université. Et qui sont sans doute dans la même logique.